Donc la conférence qui va suivre a pour objectif de vous parler du livre d'art, son avenir, son utilité, alors que quasiment tous les musées du monde et toutes les œuvres sont en libre accès sur le net. Encore une fois, aujourd'hui, moi, je ne peux vous parler que de ma propre expérience. Je ne suis pas universitaire, je n'ai pas fait de recherche sur le monde du livre. Je suis, ce que disait Maya, simplement éditrice depuis un certain nombre d'années. Donc, je suis restée, après avoir travaillé chez Hachette, je suis restée 18 ans au service des éditions du musée d'Orsay, que j'ai créé et dirigé. Avant mon arrivée à Orsay, il existait bien évidemment des ouvrages qui étaient publiés par le musée et avec le musée, mais mon arrivée coïncide avec un moment un peu particulier dans l'histoire des musées nationaux. C'est le moment où les musées prennent de plus en plus d'autonomie, les très très grands musées, Beaubourg, Orsay, etc., et peuvent ainsi publier tout seuls leurs propres livres. Et le président qui m'a recruté à ce moment-là s'est dit qu'il allait chercher une professionnelle de l'édition et non plus un historien de l'art. Et un mouvement qui n'est pas sans doute sans conséquence sur l'évolution du même du livre d'art. Vous parlez de la professionnalisation dans les musées, je fais partie de cette vague-là. Il y a 2 ans, j'ai quitté les musées d'Orsay afin de créer une structure pour proposer aux institutions, particulièrement muséales, de les accompagner dans leur politique éditoriale. Ça va de faire un audit sur leur production, à les aider à définir une stratégie éditoriale ou au suivi de leur ouvrage. Je travaille notamment brièvement avec le musée Picasso, avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, avec le musée des Impressionnismes à Giberi, ponctuellement avec le Louvre ou même le musée du Saint-Laurent. Je travaille un petit peu avec eux. Si j'ai quitté le musée d'Orsay, il y a 2 ans, vous en doutez, c'est aussi et principalement pour vivre dans les Cévennes. Mais c'est aussi parce que j'avais le luxe d'y être encore heureuse et j'ai préféré partir avant de m'ennuyer ou surtout d'ennuyer les autres. Donc vous allez dire, du temps, c'est très 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 long pour rester au même poste. Mais dans nos métiers, j'espère que je vais réussir à vous en convaincre, il est très difficile de se lasser. Chaque livre est une nouvelle histoire, c'est des nouvelles rencontres, des nouveaux questionnements. J'avais fait le constat aussi pour rejoindre la précédente conférence qu'hormis les grands musées, Louvre, Beaubourg, BNF, Orsay, très peu d'institutions ont une production ou un budget, on reviendra toujours à la question budgétaire, suffisant pour avoir une équipe éditoriale internalisée. Or, tous les musées, on parlait de médiation, le livre fait partie de la médiation, tous les musées veulent produire des livres pour accompagner leur exposition, faire connaître leur collection, etc. Ils lancent alors de manière ponctuelle des marchés publics, très compliqué casse-pied à faire, auprès d'éditeurs privés ou publics. Et même si leurs productions et leurs expositions sont souvent remarquables, certains musées sont quelque peu démunis face au monde de l'édition, qui est quand même un monde un tout petit peu particulier, et leurs ouvrages souvent ne trouvent pas la place qu'ils méritent dans les librairies. Surtout aujourd'hui, on a l'impression maintenant, avec le numérique, avec Amazon, etc., que tout le monde peut faire des livres, notamment des livres d'art, tout le monde peut insérer des photos avec du texte. Or, on est quelques-uns à penser que c'est un métier qui mérite quelques connaissances, voire compétences. Connaissances et compétences très difficiles à définir. Bon nombre d'entre vous, je crois, ont écrit, ont été publiés, voire ont publié des livres, mais il me semble assez utile de vous rappeler ce que c'est que le métier d'éditeur. Avant toute chose, précisons que le français, qui normalement est une langue extrêmement précise, n'a qu'un seul mot pour parler des éditeurs, alors que les Anglais parlent de publisher pour la maison d'édition et d'éditeur pour le métier d'éditeur que moi je pratique. Donc pour cette conférence, pour simplifier les choses, je suis éditeur-éditrice, voilà, mais je ne suis pas une maison d'édition, et on parlera de co-éditeur pour les maisons d'édition professionnelles qui accompagnent les musées. Donc, on nous demande très souvent, ma propre famille, mais qu'est-ce qu'on fait exactement quand on est éditeur? Vous écrivez? Non, on n'écrit pas, je ne suis pas écrivain. Vous êtes graphiste? Non, je ne sais pas faire de mise en page. Vous corrigez les textes? Oui, bien sûr, on relit les textes, on voit des fautes, mais on prend toujours un préparateur de copie ou un relecteur pour l'obsession de la copie et de la virgule. Vous imprimez? Non, je ne suis pas imprimeur. Nous ne faisons rien, en fait. Nous faisons tout. Nous coordonnons des dizaines d'intervenants pour qu'une idée devienne un livre. Nous accompagnons les auteurs, ça c'est la base de notre travail, dans le travail parfois douloureux qui est l'écriture. Quand j'étais une jeune apprentie éditrice, la femme qui m'a appris le métier, et elle travaillait quand même avec Leroy Ladurie, Duby, Vidal Naquet, elle me disait toujours « n'oublie pas leur goûter et de mettre un stylo dans leur trousse ». Et on dit très souvent par boutade qu'un livre est réussi grâce à son auteur et raté à cause de l'éditeur.
Bref, notre travail est réussi quand personne ne le voit. Donc je vais vous expliquer les dessous de notre métier pour que vous voyez un tout petit peu aujourd'hui, à notre niveau, comment on peut contribuer à faire un livre. Être éditeur de livres d'art ne demande pas les mêmes qualités qu'être éditeur d'un roman, d'un dictionnaire, d'un livre d'une cuisine, d'une bande dessinée. Encore une fois, c'est des métiers. Chaque département, chaque système d'édition demande ses compétences et ses qualités. Être éditeur d'art, c'est d'abord être confronté au rapport entre le texte et l'image. C'est maîtriser une chaîne complexe de l'imagerie et de fabrication, on va y revenir. C'est gérer un budget conséquent, on va y revenir aussi, de nombreux intervenants. Un éditeur de roman, il voit son auteur, ils discutent, ils vont boire un café, ils réécrivent, ils prennent un correcteur. Ça part à l'impression, voilà, c'est 3-4 personnes qui travaillent. Un éditeur de livres d'art, c'est beaucoup de gens. Mais avant tout, il faut peut-être nous interroger sur qu'est-ce qu'un livre d'art, la définition même de cette typologie d'ouvrage. Je devrais dire d'ailleurs les livres d'art. Définition basique, c'est une catégorie bien spécifique du monde de l'édition. C'est un livre avec des illustrations, on s'en doutait, à caractère artistique, qui prennent une place prépondérante par rapport au texte. Dès l'origine, il était destiné à un large public pour montrer les chefs-d'œuvre de la peinture, architecture, sculpture, avec simplement des légendes sous les illustrations et parfois un texte avec un auteur de référence. Là, je vous ai mis ce qu'on estime être le premier catalogue, 1721. Et là, juste pour le plaisir, le catalogue sur Exposition de Manet, 1884, absolument magnifique, d'ailleurs, de coller des petits bouts de papier, voilà, c'est juste que je le trouvais égoïstement très beau. D'abord en noir et blanc, les images étaient souvent collées à la main, page par page. Tout ça, c'était pas industrialisé, donc vous imaginez le travail que c'était. Et petit à petit, la couleur est arrivée et la mise en page s'est complexifiée, difficile à dire. Donc de la monographie au publicitaire catalogue raisonné. Un catalogue raisonné, c'est des livres qui recensent toutes les œuvres du même artiste, très utiles pour les professionnels, pas forcément passionnants pour le grand public, mais nous c'est très précieux. C'est un ouvrage, ça va être l'ouvrage sur un mouvement artistique, il y a des questions plus spécifiques, la coulure ou le drapé par exemple, pour reprendre des livres récemment sortis chez Azan. Ça va du catalogue d'exposition, que je pratique le plus généralement, aux livres d'artistes, sans oublier ce qu'on appelle dans notre jargon le coffee table book, à savoir le beau livre plein d'images, souvent sans grand intérêt dans son contenu, mais qu'il a été très chic, notamment dans les années 90, d'avoir sur sa table basse pour épater ses amis. Il s'est décliné à l'envi pendant à peu près 15 ans, ça fait la fortune de certains éditeurs d'art. Il y a donc autant de livres d'art qu'il y a de types il y a autant de formes de livres d'art, mais aussi autant de formes de types d'exposition, donc de catalogues d'exposition. Un catalogue peut être monographique, il peut suivre un courant artistique, et de plus en plus une thématique transversale, souvent sociétale. Ça, c'est une dizaine d'années, c'est un mouvement de fond qui surgit dans les musées. On se rappelle du choc pour ceux qui l'ont vu, l'exposition Mélancolie au Grand Palais, qui a été un succès assez étonnant, qui a même étonné le milieu, ou très récemment, alors celle sur le modèle noir, qui a permis, j'ai eu la joie de faire ce livre, de réaliser un catalogue pluridisciplinaire, si ça aussi est assez nouveau. Les historiens de l'art et les musées s'ouvrent aussi aux autres disciplines. On parlait des liens avec la recherche et l'université. Ces grandes expositions thématiques nous permettent de travailler avec des historiens, des anthropologues, des sociologues, voire des psychanalystes. Donc ça, c'est un champ qui, pour moi, en tout cas, me semble extrêmement intéressant et effectif. Seul point commun dans tous ces livres si différents, évidemment, la prépondérance, difficile à dire aussi, de l'image et le soin, évidemment, apporté à la fabrication. Même si ces différentes typologies gardent tout leur sens aujourd'hui, on a vu depuis une quinzaine d'années, je dirais, et je pense à mon faible niveau y avoir pris ma part, une sensible évolution, en particulier sur donc, cet objet spécifique qui est le catalogue d'exposition. Comme l'ensemble de la production éditoriale, le livre d'art a suivi, voire subi, ces dernières années de très très importantes mutations. Il a été confronté à peu près au même problème que les ouvrages de sciences humaines. Durant les années 60-70, le marché était vraiment au plus haut et il a très lentement décliné. Les éditeurs spécialisés en livre d'art, notamment monographiques d'ouvrages thématiques, on pense aux grandes heures de Spira, de Hazan, de Flammarion, ouvrages à très fort investissement, vous l'imaginez, ont vu petit à petit les ventes baisser
Ça les a contraints à publier de moins en moins, voire certains à totalement arrêter de faire du livre d'art. Dans le même temps, la fréquentation, on l'a vu tout à l'heure, des musées a augmenté quasiment de manière exponentielle. Je vous ai mis l'exemple de 1976, ce catalogue d'une exposition sur l'Égypte au Grand Palais, où je crois qu'il y a eu 1 million de visiteurs, je ne sais plus. Ça a été absolument colossal, et ils ont vendu des milliers et des milliers d'exemplaires. Et là, tout d'un coup, dans le petit million, on s'est dit, lien entre musée, livre d'art, il y a peut-être effectivement, pour le coup, une voie à suivre pour sauver, entre guillemets, cette typologie de livre. Je reprends mon fil. Donc, si avant tous les musées publiaient bon an mal an des catalogues d'exposition via la Réunion des musées nationaux, qui est un éditeur public qui travaillait pour tous les musées nationaux, souvent des catalogues en noir et blanc, souvent avec beaucoup de notices, disons-le très souvent destinés aux conservateurs, aux chercheurs, aux étudiants en histoire de l'art et pas forcément pour le grand public. Petit à petit, ce livre a évolué parce que tout bêtement, on a vu les gens arriver dans les musées, notamment à Paris, voir les très grandes expositions. Les expositions du Grand Palais en général sont des blockbusters. L'imprimerie aussi a évolué. Les techniques d'impression ont permis de baisser les coûts et d'améliorer énormément la qualité d'impression. On parle toujours des livres mythiques de Spira et Flammarion. Reprenez les deux livres dans votre bibliothèque et regardez la gravure. En fait, c'était pas joli. Voilà, c'est des livres magnifiques, mais la gravure n'était absolument pas exceptionnelle. Et puis, donc, je reprends mon fil, excusez-moi. Donc, augmentation croissante de la fréquentation des musées et surtout des expositions. On va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Grande médiatisation des expositions. Donc, qui maintenant, comme éditeur, va prendre le risque de publier un livre sans actualité, sans public potentiel, alors qu'au Louvre, Beaubourg, Orsay sont capables d'attirer jusqu'à 500 000 à 1 million de visiteurs et de vendre parfois des catalogues à 10 000, 15 000, 20 000 exemplaires. En moyenne, un tirage de livres d'art, c'est 1500 exemplaires. Donc, effectivement, tous les gros éditeurs de beaux livres veulent travailler avec les musées. L'évolution que j'ai vue aussi au cours de ma carrière, quand, on va dire il y a 30 ans, 80% d'un tirage d'un catalogue d'exposition se vendait sur site. Maintenant, au moins 50% est vendu en librairie. C'est-à-dire qu'on achète un catalogue d'exposition sans voir l'exposition. Donc, doucement, en fait, le catalogue d'exposition glisse vers le livre d'art. J'ai même eu, voilà, ça c'est l'exemple, j'ai eu vraiment la joie, j'ai publié ce catalogue Bonnard et le catalogue Gustave Doré, 2 ans après l'exposition, on les a réimprimés. Donc ça veut dire que c'est devenu des ouvrages de feu. Donc ça, c'est quand même le signe que le livre, le catalogue d'expo bascule petit à petit vers une autre typologie de livres. Et j'avoue qu'on travaille, et vous allez voir, on essaye de concevoir nos catalogues d'exposition comme des beaux livres qui peuvent rester pérennes au-delà de l'exposition. En fait, la question, c'est comment cet objet si spécifique, avec des contraintes si fortes, peut devenir un beau livre potentiellement réimprimable. Un catalogue d'exposition, tout bêtement, il a des contraintes extrêmement fortes. La première, il faut qu'il soit là le jour du vernissage. Certains conservateurs sont en retard dans leur remise de manuscrits, très rare, je dois dire. Ils sont en retard, ça n'a aucune importance. Votre livre, il doit sortir à l'heure. Vous allez bosser jour et nuit, mais votre livre sera là le jour du vernissage. Ça m'est même arrivé à Orsay d'aller aider à décharger le camion de livraison alors qu'on inaugurait l'exposition. Son contenu est évidemment en partie déterminé par l'exposition, donc par les contraintes de prêt. Est-ce qu'on les a ou est-ce qu'on ne les a pas? Sa réalisation dépend effectivement du montage de l'exposition. Tout d'un coup, oh, merveille, le commissaire arrive, il a enfin eu le prêt dont il rêvait, donc vous changez tout parce qu'il faut absolument mettre la photo en pleine page. C'est maintenant un ouvrage collectif par excellence, donc vous avez beaucoup d'auteurs, donc il faut faire attention à ce que ça ne se contredise pas d'un texte à l'autre, à ce qu'il n'y ait pas de redite, à ce qu'on n'ait pas 15 fois la même citation dans chaque essai. On attend évidemment un catalogue d'exposition la plus grande rigueur scientifique, mais en même temps il faut plaire au plus grand public, donc comme on le fait. La reproduction des œuvres doit être bien sûr irréprochable, mais vous récupérez des fichiers numériques du monde entier, voire de collectionneurs privés, donc parfois de très mauvaise qualité, et les 3/4 des temps vous n'avez jamais vu les œuvres, donc comment corriger, voir si l'image est juste ou pas. Il nécessite de très gros investissements financiers, d'où aussi l'intérêt des éditeurs privés de travailler avec les musées. Par exemple, le catalogue Bonnard, c'est 150 000 € d'investissement. Donc, c'est pas. Voilà, tout le monde ne peut pas
pour un tirage à 10 000 exemplaires, mais c'est 150 000 € d'investissement. C'est un travail intellectuel, évidemment, à la base, il y a un auteur, c'est un travail artisanal, et qui doit quand même être dans une chaîne de production extrêmement contrainte, industrielle, elle est contrainte en termes de coûts, en termes de délai. Vous vous insérez dans les chaînes d'imprimeurs qui, en même temps, impriment de la presse, impriment des millions d'exemplaires. Donc, si une machine est réservée pour vous, vous n'allez pas dire l'auteur est en retard, la machine elle est réservée pour vous, il faut être là. Donc, un catalogue d'exposition, c'est une alchimie assez complexe. Donc, tout simplement, je vais tenter de vous expliquer comment on fait un catalogue d'exposition. Pour mémoire, on décide de publier un livre parce qu'un auteur vous amène un texte, une idée, un projet, on trouve le texte magnifique, épatant, on décide de le publier. Un éditeur peut avoir une idée en se disant, tiens, ce sujet m'intéresse, je vais trouver l'auteur qui potentiellement pourra l'écrire. Un libraire ou un commercial peut vous donner aussi, on sent le marché, on dit, voilà, il manque ça, ou avouons-le, beaucoup d'éditeurs regardent ce que font les collègues, les concurrents, et essayent de faire un livre à peu près approchant. Si le livre a marché, vous les multitudes de mêmes sujets, de livres de cuisine ou de décoration, etc., etc. Dans le cas d'un catalogue d'exposition, en fait, tout bêtement, le musée fait une exposition et évidemment souhaite faire un livre. Ce qui montre que le livre a encore un intérêt parce qu'il veut encore garder une trace et une mémoire papier. L'exposition part, c'est 3 mois, c'est magnifique. Mais après, il ne reste plus rien. La seule chose qui reste, c'est le catalogue. D'où le très fort attachement des conservateurs et des musées et des éditeurs au catalogue. Donc, un catalogue d'exposition, ça sert à quoi? Comme je vous l'ai dit, à plein de choses, parfois contradictoires. Le commissaire, le conservateur, il a fait des recherches très pointues, il veut les transmettre à la communauté scientifique. L'éditeur, il dit, moi j'aimerais bien avoir un très large public. Le directeur du musée, il dit, j'ai des visiteurs, ils veulent un souvenir, et maintenant, on a aussi besoin de fonds propres, donc si possible, on peut gagner un petit peu d'argent. Donc on doit convaincre le conservateur que non, on ne fera pas 1500 pages, et non, ce tout petit tableau, cette pièce d'archéo qui est absolument passionnante, je ne peux pas la mettre en pleine page. Voilà, c'est envie contradictoire qu'on essaye de faire après un livre cohérent. Donc en fait, tout commence avec la rencontre avec les commissaires. Et ils vous racontent tout bêtement leur projet, ils vous montrent les œuvres qu'ils vont exposer, celles qu'ils rêvent d'exposer, mais que pour des raisons près, on en parlait tout à l'heure, ils ne peuvent pas avoir. Certaines œuvres sont tout bêtement trop fragiles, elles ne peuvent pas voyager. D'autres ne sont jamais prêtées. On ne va pas demander au Louvre de se priver de la Joconde pendant 3 mois parce qu'on rêve d'avoir à Alès la Joconde. Donc, le Louvre ne prête pas la Joconde, c'est très clair. D'autres œuvres sont, notamment en art décoratif, tellement fragiles, il faut faire des boîtes de telle complexité qu'on ne peut pas les prêter, elles ne peuvent pas se déplacer, ou c'est tout bêtement trop cher. Les valeurs d'assurance en plus ont explosé, et les valeurs de transport ont explosé avec le coût maintenant de l'explosion du fret aérien. C'est très difficile maintenant de faire venir des œuvres des États-Unis. Bref, un commissaire nous raconte d'abord une histoire, car, comme vous l'a dit notre collègue, une exposition c'est d'abord une histoire. Ça a un début, ça a une fin, des ruptures, des surprises. Ça n'est pas une accumulation d'œuvres, c'est un propos, un vrai point de vue, un peu comme un livre. Quand vous parcourez une exposition, même si vous ne vous en rendez pas compte, même si vous ne lisez pas les panneaux de salle, vous devez comprendre quelque chose. J'avoue, moi, avant de travailler dans un musée, je n'avais absolument pas conscience de ça. Mais faire une exposition, c'est une réelle mise en scène. L'enchaînement des tableaux, des salles, la densité de l'éclairage, tout doit concourir à créer de l'émotion, mais aussi à faire du sens. Si je reprends la magnifique exposition des origines du monde qu'on a fait il y a 4 ans, je crois, qui montrait comment les thèses de Darwin, a priori c'est pas un sujet d'histoire de l'art, comment les thèses de Darwin avaient évidemment révolutionné le monde scientifique, mais aussi le monde de l'art. En gros, on démarrait l'exposition avec ces tableaux-là. Donc voilà comment on représentait le monde vers 1769 et 1869. Et à la fin de l'exposition, on passait à Redon et à Monet. Comment on passe d'une vision du monde quasi photographique à ce qui tend quand même vers l'abstraction avec Monet. Quels sont les mécanismes historiques, sociétaux, politiques, mais aussi inconscients qui agitent une société pour qu'elle change à ce point-là de représentation du monde. Quand vous vous promeniez dans l'exposition, petit à petit, étape par étape, intuitivement, vous comprenez qu'il se passait quelque chose. Quand moi je fais un livre, mes collègues éditeurs, quand vous faites un livre,
Notre ambition, c'est que vous compreniez, même sans lire, qu'il se passe quelque chose. Et ambition ultime et suprême, que ça vous donne envie d'aller lire les textes que les commissaires et conservateurs ont écrits. Par exemple, je vous donne un exemple, là il ne s'agit pas d'un catalogue d'expo, mais un des guides qu'on a fait pour le musée d'Orsay. Donc le MO, voilà, à 360 degrés. On a fait un choix éditorial. En général, les musées sont très, comment dirais-je, il y a le département des peintures, le département des sculptures, le département de la photographie. Au Louvre, vous imaginez, chaque département est un empire. Donc tous les livres sont classés par département, par siècle, etc. Et là, on a fait à Orsay le choix de faire un classement par ordre chronologique, toutes techniques confondues. Et on arrive à cette page, 1863, Manet, Olympia. Pour ceux qui le savent, il était en train de révolutionner la peinture. C'est une des plus grandes polémiques de l'histoire de l'art du XIXe siècle. Un nu, grand format, tout le monde le voit, ça n'est pas une déesse, elle vous regarde droit dans les yeux, et tout visiteur de l'époque savait pertinemment que c'était une prostituée. Même année, Cabanel, la Vénus de Cabanel. Lui, il continue à peindre des femmes. Elle est tout aussi nue, mais c'est une déesse. Déesse noyée dans un fleuve de lait, une sorte de pâte d'amour blanche et rose, dira Zola. Habituellement, dans les ouvrages, chaque courant artistique est traité, Cabanel, Manet, ils ne vont jamais se rencontrer. Or, ils se rencontrent, ils vont même exposer au salon en même temps. Le choix éditorial, même sans lire le texte, fait comprendre quelque chose au lecteur. Autre exemple, Olivier, s'il te plaît. 1872, Berthe Morisot par Manet, pour moi, portrait inégalable. En face, photographie de Cameron de la mère de Virginia Woolf, même année. Là, moi, ce que j'espère que le lecteur comprenne, c'est d'abord, quand Manet est là, la photo est déjà là, la photo artistique est déjà là, et à quel point la photographie a dû sans doute être aussi une révolution en peinture. Donc, tout le long de ce livre, vous feuilletez, vous découvrez toutes les collections d'Orsay, et les face à face, voire les grincements, font comprendre quelque chose. Ça, c'est un choix éditorial. Pour en revenir aux échanges qu'on peut avoir avec les commissaires, moi, mon premier travail, c'est d'abord de comprendre leur point de vue et de commencer à imaginer comment traduire une exposition, la scénographie qu'ils vont imaginer, des œuvres petites, des œuvres grandes, des tableaux, des sculptures, tout bêtement, en 2 dimensions, dans un livre, avec des formats contraints. Là, je vous ai mis juste l'exemple pour en revenir aux origines du monde. Voilà la salle, voilà 2 doubles pages. Et évidemment, on ne tire pas la même émotion et il n'y a pas la même logique de construction d'une exposition que de construction d'un catalogue, puisqu'on n'est pas dans les mêmes dimensions et que nous, malheureusement, nous ne sommes qu'en 3D. Donc après avoir pris connaissance de tous ces éléments, avoir réfléchi avec les commissaires, on réfléchit à un sommaire, un format, à une pagination. Bien sûr, le commissaire a une idée bien définie des auteurs avec lesquels il souhaite travailler. Mais ça, c'est quand même un des rares métiers où c'est un avantage de vieillir. L'expérience et les bonnes relations qu'on peut avoir avec certains commissaires d'exposition peut nous permettre aussi de faire des suggestions. On peut apporter un contact, il m'est même arrivé, moi, de suggérer des œuvres à un commissaire. Là, par exemple, je suis en train de travailler, je vous recommande, en octobre l'année prochaine, la Cité de l'Architecture fait une énorme rétrospective sur l'histoire des grands magasins jusqu'à nos jours. Il y a 15 ans, j'avais publié ce livre, Léon Guintel, que vous ne connaissez pas, que personne ne connaît, et d'ailleurs que ces conservatrices ne connaissaient pas. C'est un des premiers à avoir pris en couleur des photographies des grands magasins. Et donc, elles ont découvert ce livre que je leur ai donné, et ça va être exposé au moment de l'exposition sur les grands magasins. Donc ça, c'est un vrai luxe d'échange entre un commissaire et nous, ce qu'on a pu accumuler comme connaissance. Autre exemple, je vous le montre parce que c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir. Angélique Chia est un artiste contemporain que j'aime beaucoup, et il avait réalisé une très belle œuvre sur les nymphes Monet. C'est un vidéaste un peu particulier, et je travaillais à ce moment-là, l'œuvre avait été commandée pour le musée d'Orsay et de l'Orangerie. Et je travaillais à ce moment-là avec le musée des impressionnistes Giverny. Angélique Chia est vraiment un artiste qui vous réconcilie avec les artistes vivants, parce qu'ils ne sont pas tous sympathiques. Et le directeur du musée de Giverny est un directeur extrêmement sympathique, et j'étais sûre qu'ils allaient s'entendre. Je les ai fait se rencontrer, et le directeur de Giverny a fait une rétrospective pour lui
et j'ai eu le bonheur de faire le catalogue. Donc notre métier aussi, c'est ça, c'est de rencontrer des gens, se faire rencontrer des gens, et ça peut donner une exposition. Là, c'est pas mon job, mais pour le coup, après, moi, je suis un catalogue et j'en étais absolument ravie. Vous l'aurez compris, j'hésite beaucoup, c'est très difficile de vous expliquer comment on travaille parce que, comme dit une autre auteure que Annie Lebrun, j'aime beaucoup, tout est dans tout. Détailler notre boulot, en fait, le format, la pagination, ça dépend du sujet, ça dépend du budget, ça dépend du délai qu'on a, ça dépend de la rentabilité de l'ouvrage. La rentabilité de l'ouvrage, ça dépend du prix de vente. Mais le prix de vente, vous allez le déterminer par rapport au budget que vous avez mis. Mais en même temps, vous ne pouvez pas être dans un prix de vente trop élevé. Encore une fois, un livre à 30 €, 50 € ou 100 €, ça n'est pas le même public, ça n'est pas le même tirage. Donc, il y a mille et une manières de faire un livre et de construire un livre. Je vous ai mis par exemple après 4 exemples de sommaires. Que vous ne voyez pas bien, mais c'est juste pour pouvoir éclairer mon propos. Le premier, c'est pour vous montrer le nombre d'auteurs, c'est le catalogue, on reconnaîtra jeune, le très beau Gustave Doré. Le second, c'est un livre qu'on a fait il y a quelques années, L'impressionnisme et la mode, où le livre était construit avec des longs essais et des focus, où on détaillait une robe, un tableau, voilà. Ça, c'est une typologie possible de sommaire. Le troisième, c'est un livre récent que j'ai fait sur les enfants de l'impressionnisme, où l'exposition avait un tel déroulé qu'il me suit. Moi, ça m'a suffi de suivre le déroulé de l'exposition. Et là, pour le modèle noir, énorme catalogue, beaucoup d'auteurs, tous les essais étaient scandés par des chronologies, parce que sur un sujet pareil, il nous semblait totalement impossible de laisser des œuvres sans recontextualiser avec la question du problème de la colonisation, et c'était d'ailleurs Papendiaï qui avait écrit cette chronologie que je vous recommande, qui est absolument remarquable. Quand on fait un sommaire, par exemple, pour revenir aux origines du monde, avec Laura aussi qui était la commissaire, qui est une femme passionnante, qui est neurobiologiste en plus et qui fait des expositions. Donc, je pense qu'on a fait 30 versions de sommaire différentes. Avant de se dire, là, on a le bon rythme du livre, on aura les bonnes personnes, j'ai dû avoir au moins une trentaine de réunions avec elle et de débats avec elle. Donc vous imaginez le luxe de mon métier, même s'il y a des moments où je râle forcément parce qu'on est très en retard, mais vous débattez avec une spécialiste pendant des heures, vous rencontrez les auteurs, vous dites, tiens, celui-là, ce serait mieux qu'il écrive ça. Donc, voilà, 30 versions de sommaire. On peut aussi, à ce moment-là, se dire, tiens, ce sujet-là, catalogue d'exposition classique, et vous l'aurez compris, j'ai rarement fait des catalogues d'exposition très classiques, on peut se dire, tiens, on peut les décliner autrement. Donc on avait fait cette magnifique exposition en fin de cinéma, et c'était mes derniers livres au musée d'Orsay, et j'avoue que c'était un intérêt très fort pour le sujet. On a fait Orsay Cinéma pour montrer à quel point les tableaux d'Orsay avaient pu influencer le cinéma international. De là, on construit une histoire des mentalités, on construit aussi un lien entre beaux-arts et histoire populaire. Et j'avais promis Laurence Descartes, qui était à l'époque présidente du musée d'Orsay et qui quittait Orsay pour rejoindre le Louvre, je lui avais toujours promis que je mettrais Jacqueline Maillan dans un de ses bouquins. Et j'ai réussi à mettre Jacqueline Maillan dans un livre sur Orsay. Et elle était contente que c'était son cadeau de départ. Et c'est aussi une autre manière de raconter l'histoire de l'art. Un tableau, il circule. Il est dans la tête des gens. Quand j'ai fait le catalogue du Gustave Doré, donc on a évidemment fait le lien entre Doré et le cinéma. Walt Disney, Gustave Doré, c'est une évidence. Et en fait, j'ai regardé énormément de jeux vidéo maintenant sont inspirés de Gustave Doré. Et les jeunes qui font ces jeux vidéo n'en ont absolument pas conscience. C'est via sans doute Walt Disney. Les images circulent. Et quand on a fait Orsay Cinéma, c'était montrer aussi comment les images circulaient dans l'imaginaire. Et ces livres nous permettent de faire ça. Haute déclinaison possible, vous ne connaissez pas, et il faut que vous découvriez Léopold Chauveau, chirurgien de guerre, qui rêvait de sculpter, qui a sculpté toute sa vie des petits lustres. Quand son père est mort, il a enfin réussi à dire « Je ne serai plus chirurgien, je vais passer ma vie à dessiner et à sculpter des monstres ». Type extrêmement sympathique, ce qui explique qu'il soit peu connu, et son petit-fils a tout donné à Orsay. Et donc, je suis tombée en admiration sur le travail de Chauveau, et j'ai tellement aimé ça que j'ai
fait 4 livres, encore une fois, je ne suis jamais toute seule. On a fait 4 livres, Paysages monstrueux. Il a peint à l'aquarelle à peu près 500 paysages. Histoire du petit serpent, il a fait des livres pour enfants absolument délicieux. Et La maison des petits monstres. Voilà, c'est des jolis petits monstres. Et dedans, d'ailleurs, on a l'impression de voir E.T., de voir passer. Encore une fois, je vous recommande Léopold Chauveau. On inaugure l'exposition le lendemain confinement, exposition externe. Le monsieur qui nous a donné au musée d'Orsay toutes les œuvres, m'écrit 3 jours après en me disant Annie, nous sommes très embêtés, ma femme et moi, nos petits monstres sont tout seuls dans le musée fermé. Et je lui réponds ne vous inquiétez pas, le soir ils sortent et vous dansez au bal du Moulin de la Galette. Et il me répond me voilà rassurée. Donc voilà, cette expo, je rêve un jour on la refasse. Les livres sont toujours disponibles. Moi, ça a été une de mes. Voilà, c'est un de mes bonheurs visiteurs, voilà, de découvrir un artiste et à mon faible niveau d'essayer de le faire connaître. Autre déclinaison possible pour une expo Bonnard, on a fait un reprint, pareil, c'est absolument magnifique. C'est juste parce que ça m'a enchanté. Bonnard, quand il était jeune, donc son beau-frère Terrasse était à l'époque un compositeur d'opéra très connu, et ils ont fait un magnifique solfège. Donc on a fait un reprint. On y a passé des heures à retrouver les bonnes couleurs, etc. etc. Voilà, toutes les deux. On avait fait l'expo Gauguin, on a fait un reprint de Noah Noah, mais aussi un coloriage pour enfants. Je crois que j'en ai mis aussi encore un autre. Et Toulouse-Lautrec, ah là c'était juste aussi pour vous faire partager mes bonheurs. Nathan Son a écrit à Henri Toulouse-Lautrec. C'est un texte absolument magnifique qui vous fait voir Lautrec autrement, qui se fait extrêmement facilement, et on l'a réédité. Voilà. Donc, on rencontre des commissaires, un des commissaires nous dit « Oh, lisez Nathan Son » et juste pour vous mettre un peu dans le bain, vous lisez Nathan Son et on republie, c'est magnifique. Donc voilà, ça aussi c'est un des bonheurs du travail avec le commissariat. Une fois qu'on a fait notre sommaire, bien évidemment, on trouve les auteurs, on essaye de les convaincre, ce que vous disiez, on fait des contrats, etc. C'est une partie de grande tâche administrative. Parfois, la rencontre d'un auteur vous fait rechanger le sommaire parce qu'il vous a donné une idée ou un autre auteur. Donc, il faut être très rigoureux et très souple aussi, ce qu'on les rencontre. Après, il faut trouver un coéditeur. Comme je vous l'expliquais, selon les statuts juridiques du musée, il peut éditer seul ou pas seul. En gros, il n'y a que la BNF et même Beaubourg, je ne suis pas sûre. Si Beaubourg peut éditer seul, les autres institutions, donc les musées d'État, peuvent rentrer en coalition. Ou alors faire des marchés publics. Donc ça prend, voilà, ça c'est le côté très, très juridico-casse-pied à faire. Et il faut surtout convaincre aussi les éditeurs que votre projet est beau, qui tient la route, qui peut être commercialement avoir un potentiel. Donc trouver l'équilibre entre les souhaits scientifiques du musée et les souhaits commerciaux de l'éditeur. Et après c'est parti, le livre commence. On réunit une équipe éditoriale. Là, je vais quand même. Que je dis je, mais évidemment c'est pas je, juste pour le plaisir de vous détailler le nombre de gens qui travaillent sur un catalogue. Il faut déjà, évidemment, il y a les auteurs, on en a parlé, c'est le cœur même d'un livre. Il y a aussi les traducteurs. Parfois, évidemment, on commande des textes à des collègues étrangers. On a un préparateur de copies qui passe, qui nettoie le texte. On a un relecteur. On dit qu'il faut 7 professionnels, on n'y arrive jamais, normalement, de relecture pour qu'un livre n'ait pas débat. Donc, Orsay, et moi maintenant toujours dans mes fonctions, se paye encore le luxe d'être au moins 4 professionnels à refaire le livre. Et il y a encore des fautes. L'iconographe qui réunit toutes les photos, le graphiste, le photograveur, le fabricant, l'imprimeur, le camionneur, il faut bien que les livres arrivent, le gestionnaire du stock, parce que c'est aussi du commerce et de l'industrie, une attachée de presse qui va promouvoir votre livre, le commercial, le libraire. Un auteur, en général, me voit moi, à la limite le graphiste, il y a 15-20 personnes derrière nous. D'où, quand un auteur est en retard, effet domino, toute la chaîne doit se décaler. Une fois qu'on a réuni, on a notre sommaire, on a réuni notre équipe, bon, il faut qu'on finalise notre budget et je me suis quand même payé le luxe de vous mettre une étude de rentabilité. Un éditeur ne fait pas que lire, un éditeur doit aussi savoir gérer les chiffres. C'était maintenant les directeurs de musée. C'est assez récent. Juste pour vous donner une idée économique d'un livre, quand vous publiez l'image, à part si elle est libre de droit, mais il y en a très peu, une image c'est entre 50 et 150 euros.
Si l'artiste n'est pas encore dans le domaine public, vous rajoutez 100 à 120 euros. Quand vous publiez un catalogue à 300 images, vous avez compris le budget. Graver une image, donc de passer du fichier numérique à un fichier qui peut partir en impression, c'est entre 10 et 25 euros. Une maquette, pour une page de maquette, c'est entre 28 et 35 euros. Imprimer un livre, selon le format, le tirage, etc. Mais en gros, pour un catalogue, c'est entre 4 euros et 10 euros l'exemplaire, que pour l'impression. Certains d'entre vous le savent, un livre, vous achetez un livre 10 euros, l'éditeur ne prend pas 10 euros dans sa poche. Il prend 49,5% ou 45% du prix. Donc il a moins de 5 euros de la vente. Donc quand vous vous plaignez que je me plains que les livres sont trop chers, vous comprenez que les investissements sont colossaux et honnêtement, c'est pas un métier où on est milliardaire. Donc l'argent que vous mettez dans un livre est vraiment mis dans les livres. Sauf ça, c'est un autre débat, c'est pour ça pour le déjeuner. Après, il faut définir l'objet. Voilà. On a un texte, on a des images, on a une idée, qu'est-ce qu'on va faire de notre objet? Déjà, on choisit une typo. Là, je vous ai montré un exemple je travaille avec un graphiste qui s'appelle Pierre Perronnet. C'est une typo qu'il a créée pour le modèle noir en s'inspirant des slogans des années 60 aux États-Unis. Donc, ça nous arrive même de créer des typos spécifiques pour nos catalogues. Il faut choisir une gamme couleur. Là, je vous ai mis, c'est ce qu'on appelle nous nos pontonniers. C'est le nombre de couleurs possibles inimaginables qu'on peut faire en impression. Et donc là, c'est un livre qu'on avait fait sur les nymphéas. Donc on avait choisi, je vous épargne le nom de code de ce Pantone. On peut aussi créer des gammes couleurs. Là, c'est une petite collection qu'on avait fait sur l'orangerie. Il fallait choisir une couleur par langue. On a mis des heures à créer une gamme couleur cohérente en s'inspirant aussi de tableaux du musée. Voilà, ça c'est tous nos fameux Pantones. Il y a aussi la question de la reliure. C'est le papier, pardon. Là, je vous ai mis un exemple par exemple, sur les noirs, on peut avoir à peu près 30 gammes de couleurs noires différentes. Sur les papiers, entre les offsets et les couchés, il y a des milliers de papiers différents. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes prix, ils n'ont pas tous les mêmes touchés, ils n'ont pas tous la même imprimabilité. Donc voilà, il faut choisir le papier qui est le plus en adéquation avec l'artiste ou avec le sujet. Après, il y a la reliure. Là, je vous ai remis l'exemple des nymphéas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les livres reliés. Et on avait inséré des petits feuillets dedans. Donc ça, c'est aussi techniquement quelque chose qui est un peu plus complexe à faire. Avance encore, Olivier. Voilà, là, je vous ai mis. Là-haut, c'est les 15 types possibles de reliure. Il y a la couture Singer, il y a la japonaise, il y a les brochets, il y a des... là, je vous ai mis la différence entre un relié et un brochet. Il y a quelque chose qui me sauve très rarement, mais que j'adore, moi, c'est ce qu'on appelle le jaspage, c'est-à-dire imprimer la tranche. Et j'ai découvert, en nettoyant notre bibliothèque, qu'en fait, au 19e, il y avait beaucoup de jaspage que sur la tranche du haut, parce que ça empêche la poussière de rentrer dans les livres. Voilà. Et c'est très joli. On peut faire des fers à dorer, on peut mettre des encres fluo. Il y a un monde en soi, c'est un métier, c'est absolument passionnant. Et avec le graphiste et le fabricant, vous réfléchissez à ce qui techniquement est le plus joli. Pour vous donner un exemple de fabrication, on a fait une petite collection, notamment avec Olivier, l'art à petits pas pour les enfants. 32 pages, 12 images. Bon, vous imaginez, le dernier qu'on a fait pour le Louvre, en gros, Olivier, vous avez toutes les œuvres du Louvre, il a dû sélectionner 15 images pertinentes pour les enfants. Donc, ça prend un tout petit peu de temps. Nous, on a imprimé un très bon papier, on a fait faire la photogravure par les artisans de Gare, qui sont quand même les graveurs de Koudelka, de Bardot, etc. Donc, un excellent graveur. On a imprimé chez un remarquable imprimeur italien. Le livre coûte 12 € parce que notre idée aussi, c'est que pour que les enfants découvrent l'histoire de l'art, il faut qu'ils aient un objet livre, le papier doux, l'image, on espère belle. Voilà, le soin qu'on met dans la fabrication. Et on peut remercier le numérique, parce que je pense que l'arrivée du web nous a tous poussés dans nos métiers à remonter le niveau de réflexion autour de l'objet livre. Parce qu'encore une fois, je ne dénigre pas le numérique, mais rien ne remplace le toucher d'un papier. Donc, d'où de vraiment réfléchir au toucher d'un papier et quel papier vous choisissez. Enfin, arrive le manuscrit. Là, qu'est-ce qu'on fait? On a un manuscrit arrive, on le relit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On le réécrit parfois.
Notamment si on s'entend avec l'auteur, on peut le réécrire avec lui. On se pose des questions. Catalogue grand public, est-ce qu'un mot que je ne comprends pas, que 3/4 des gens ne comprendront pas, est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on trouve un synonyme? Un auteur de me dire, mais Annie, nos lecteurs peuvent s'acheter un dictionnaire. On commence à préparer, à imaginer quelle image va rentrer en résonance avec telle autre. Est-ce que je vais mettre ce tableau-là exactement où en parle l'auteur, ou est-ce que je vais le mettre 10 pages plus loin, parce qu'il sera magnifique sur une double page. Ce même auteur de me dire, Annie, vos auteurs ne sont pas impotents, ils sont capables de tourner 4 pages. On imagine ce qu'on appelle dans notre jargon un chemin de fer. Je vous ai mis un exemple. En fait, on dessine, on imprime en photocopie toutes les images, on met tout ça par terre et on se dit telle image va aller avec telle autre, tel texte va aller à tel endroit, ça je vais le mettre en petit, ça je vais le mettre en grand. On fait ça avec le graphiste et le commissaire en général. Moi j'adore faire ça, c'est vraiment, on peut y passer des heures et des heures et des heures, tout rechanger, tout rebousculer. Et on envoie ça au graphiste qui met ça en page. Et là, son propre talent va faire qu'il vous dit, ton idée intellectuellement elle était géniale, mais regarde esthétiquement comment ça marche mieux, etc. Donc ça c'est, c'est encore une fois quelques heures de travail. En fait, à ce moment-là, on se repose les questions d'exposition. Qu'est-ce que l'exposition raconte? Qu'est-ce que moi je veux raconter dans mon catalogue? Qu'est-ce que le commissaire veut raconter dans son catalogue? C'est à ce moment-là qu'on se dit, et beaucoup de commissaires l'acceptent maintenant, c'est pas le reflet de l'exposition, ça n'est pas pour les documentalistes, ça n'est pas que pour les collègues, il faut aussi que le public comprenne quelque chose. Donc c'est tout ce très 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 long travail qui fait que quand vous feuilletez un livre, j'espère que vous y trouvez un sens. Donc on a ça, après le graphisme en page, donc là on a ce qu'on appelle des épreuves, les auteurs relisent, je relis, un correcteur relit à nouveau, la complexité du catalogue d'exposition, il faut numéroter toutes les images, faire les appels d'images pour que vous, lecteur, quand vous dites « Ah, on me parle des nymphéas, j'aimerais bien voir où est l'image », donc on vous dit « Elle est page tant », on indexe, parce qu'un livre scientifique sans index n'est pas un livre, on a des énormes bibliographies, on croise bien que les notes et les mêmes références que la bibliographie générale, ça prend un tout petit peu de temps, ça c'est vraiment le travail éditorial extrêmement important. Et après on fait un autre travail qui s'appelle la photogravure. Donc, quand vous prenez des photos avec votre appareil photo, elles sont ce qu'on appelle, il y a des milliards et des milliards de couleurs. Quand vous imprimez, il y en a beaucoup moins, donc on passe par un photograveur qui transcode votre image pour qu'elle soit au plus près de ce qu'on va pouvoir imprimer avec le papier que vous avez choisi. Alors parfois, tout bêtement, j'ai eu le luxe de corriger. Donc ça, c'est des épreuves de contrôle, ce qu'on appelle des chromanin, des épreuves de contrôle, et j'ai eu le luxe, en travaillant dans un musée, de contrôler les épreuves en face des œuvres. Vous passez des heures dans les nymphéas de l'orangerie, toute seule, hein, voilà, avec vos épreuves, et vous restez pendant 5 heures, seule, à l'orangerie. C'est quand même un et vous voyez les œuvres très différemment, en fait, ce travail-là. Ou parfois, pour le dernier livre qu'on a fait, là, pour le coup, à l'atelier, ça c'est Viviane Dalle qui est une photographe, on a fait un livre avec elle, on a le luxe de travailler avec l'artiste, de contrôler les images avec elle. Donc ça aussi, c'est un moment assez intéressant. C'est un travail très long, très important, qui fait que vous allez vous dire que le livre va bien sans vous en rendre compte. Si ce travail est mal fait, vous direz « Oh, le livre est moche ». Enfin, là, tout est prêt. On part chez l'imprimeur. Moi, il m'arrive d'aller au calage, on n'y va pas systématiquement, c'est souvent des fabricants qui vont, mais bon, d'abord, j'aime bien ça. Le calage, c'est au moment où on lance les machines d'impression. Donc là, on est, vous imaginez, c'est très industriel. Tout est extrêmement informatisé. Moi, j'ai vu en 30 ans l'évolution impressionnante de l'imprimerie. Tout est normé. Mais à ce stade-là, on peut encore bouger les choses. On peut faire varier, monter un peu le noir, baisser le noir. On peut monter les 4 couleurs. On travaille par bande, on peut améliorer telle page, baisser telle page. Et ce qui est fabuleux, pour le livre de Viviane, 64 pages, c'est une journée chez l'imprimeur. Hein. Quand on imprime des livres à 10 000 exemplaires de 400 pages, ça peut durer 48, voire 3 jours. Et c'est les 3-8. Donc c'est jour et nuit. Moi, ça m'est arrivé, on dort sur place. La feuille roule, vous vous réveillez toutes les 4 heures. Et donc vous changez de conducteur machine. Tout est informatisé. Vous changez de conducteur machine, ça n'est pas la même impression. Le talent de ces gens, c'est souvent pour ça, pour revenir à ce que vous disiez d'Italie, c'est souvent pour ça qu'on imprime en Italie.
non pas uniquement à cause des coûts, c'est parce qu'en Italie, il y a une culture en histoire de l'art de toute la population. Un imprimeur italien, il a un œil. Et c'est impressionnant de voir la différence entre deux conducteurs machines. Et c'est un moment qui est... d'abord, vous attendez beaucoup, c'est épuisant, et c'est horrible parce que si vous voyez une faute, vous ne pouvez plus rien faire. À part faire changer un peu la chromie, vous ne pouvez plus rien faire, et là, ça y est, le livre ne vous appartient plus. Et c'est fini. Donc, voilà, là, je vous montre les... Là, c'est la petite imprimerie du Vigan. Donc, c'est une toute petite imprimerie, mais qui a déjà des très très belles machines. Tu peux avancer, Olivier. Donc là, c'est Viviane, la photographe, qui contrôlait les épreuves. Vous voyez, on gribouille, on dit non, ça, je veux que ce soit plus noir, ça, je veux que ce soit plus blanc. Et là, on voit les feuilles arriver au milieu de la crête, il y a de la poussière pour éviter que l'encre ne bave. Et ça y est, et c'est fini, et le livre est empaqueté, part sur des palettes, part dans des centres de distribution, part au musée, part chez les libraires. Voilà, vous ne pouvez plus rien faire pour lui, il va vivre sa vie, et là, c'est le moment où soit c'est un drame, soit c'est vraiment les très jolis moments pour nous. On voit son livre en librairie, et c'est toujours très étrange de voir dans une vitrine un livre qu'on a fait. Donc là, je vous ai remis en fin de cinéma, plus 2 livres que j'avais faits. On voit en librairie son livre dans les mains de quelqu'un, et ça, c'est un moment très étrange aussi. On voit, quand vous faites des livres pour enfants, voir des gamins en train de feuilleter vos bouquins, ça c'est un vrai délice. Et là, voilà, on voit son livre dans les mains des Rolling Stones, qui est quand même la grande classe, je trouve. Et pour finir aussi, un moment où j'étais un peu, je me demandais l'utilité de faire un livre. Encore une fois, on produit beaucoup, est-ce que tous les livres valent la peine? Et je relisais la correspondance une correspondance du grand sinologue Simon Leys, qui vivait en Australie, et qui écrit à son ami à Paris: je viens de recevoir un paquet avec le catalogue Manet et le catalogue Gustave Doré. Quel bonheur de voir ces livres. Et c'est moi qui les avais édités. Et je me suis dit, bon, ça vaut quand même la peine. Et je voulais juste finir sur cette... C'est un métier où on râle beaucoup. Là, je râle pas devant vous parce que je fais des efforts, mais on est toujours en retard, on est toujours... à partir du moment où vous êtes 15 personnes, évidemment, ça grince de partout. Et donc, j'ai accroché ça dans mon bureau. Alors, vous ne voyez pas bien, c'est une épreuve d'un texte d'Apollinaire sur Pablo Picasso. Voilà. Et vous voyez toutes les corrections toutes faites. Donc j'imagine la tête de l'éditeur qui a dû hurler en disant Apollinaire, il nous enquiquine. Et quand je vois ça, je me dis qu'on fait quand même un métier absolument magnifique et c'est quand même un luxe. Donc voilà ce que je pouvais dire du catalogue d'exposition.